Très bien, c'est à moi que revient l'honneur de faire la présentation suivante. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour gagner un petit peu de temps. Donc je vais vous présenter l'enquête sur les pratiques œnologiques qu'on réalise chaque année avec l'ITAB au niveau national. Je vais vous présenter que les chiffres 2014, je suis encore en train de compiler les chiffres 2015. Je viens juste de lancer les enquêtes. Donc elle est organisée chaque année, elle est partie en Aquitaine et maintenant elle se fait au niveau national. Elle a deux volets, un volet sur les pratiques et qu'est-ce qu'utilisent les vignerons bio pour voir les évolutions des pratiques et ce que font les vignerons. Et il y avait un deuxième volet jusqu'à maintenant sur les attentes et les impasses des vignerons qui nous ont beaucoup servi pour faire évoluer tout ce qui était les attentes et les évolutions réglementaires qu'on souhaitait voir dans la réglementation vinification bio. Mais ça, Julien Viau vous présentera ça cet après-midi, tout le travail qu'on a fait autour de ça. Mais sachez que l'enquête que je vais vous présenter a beaucoup participé aux discussions sur les évolutions réglementaires. Cette année, donc pour ceux qui le souhaitent, qui vinifient, qui ont des propriétés en bio, l'enquête est disponible à la sortie. J'invite les gens qui ne l'ont pas encore rempli et qui à prendre le papier, à le remplir et à me le ramener. Cette année, il y a aussi une partie sur tout ce qui est des attentes sur la recherche et développement. Ça va être important pour nous faire remonter ces sujets-là auprès des différents organismes techniques et les instituts scientifiques pour développer des projets de recherche qui vont répondre à vos demandes. Donc rapidement, cette étude elle a été réalisée un petit peu partout. On a une bonne répartition assez représentative de ce qu'on trouve en bio au niveau national. On a un petit manque de répartition PACA et de retour en PACA, mais ça c'est pas nouveau. On a un peu du mal à récupérer les enquêtes sur cette région-là. On revient après derrière le Languedoc-Roussillon et l'Aquitaine, qui sont les deux autres régions majeures sur le vin bio. Ça, je vais passer vite. Donc globalement, déjà première présentation. Donc là, il y a beaucoup de choses. Finalement, c'est pas tant le détail qui va nous intéresser. Deux choses à retenir de ça. Globalement, une faible utilisation des intrants, parce qu'en dehors des barriques et du SO2, qui sont les deux pics bleus qui montent le plus haut, on a une utilisation qui est souvent en dessous de 30%. Le premier, c'est de la fermentation spontanée, donc c'est pas des intrants. Donc on a quand même une utilisation globale assez raisonnée des intrants. Et la deuxième chose que l'on voit, c'est qu'entre guillemets, tous les outils qui sont à disposition dans la réglementation bio, par contre, sont utilisés. C'est un petit peu comme ça que le législateur a construit aussi la réglementation. C'est pas tant pour qu'on puisse utiliser tous les produits sur une année, mais par contre, c'est de ne pas avoir des impasses à partir du moment où on a des problématiques sur un millésime donné. Donc de pouvoir avoir recours à des intrants, des techniques quand on se retrouve confronté à un problème. Si on regarde un petit peu le détail des évolutions, donc là on n'est plus sur la partie levurage et la partie alimentation azotée. Donc on voit des pratiques quand même qui varient en fonction des millésimes, notamment sur les levurages en fonction des risques, donc un peu ce que présentait monsieur Imélé sur les risques qu'on peut avoir en fonction des millésimes. Les vignerons vont adapter leur type de levurage. Il y a une pratique qu'on voit ressortir aussi quand on fait les cumuls de tous ces levurages, c'est que dans un même chai, on va avoir des pratiques différentes. Des gens qui vont fermenter les blancs avec des levures sélectionnées du commerce et des rouges qui vont être fermentés en indigène. Donc on retrouve une multiplicité de pratiques, sachant que le gros de ce qu'on voit sur l'enquête, c'est surtout des pratiques en fermentation indigène, que ce soit en spontané ou en pied de cuve. Sur tout ce qui est alimentation azotée, là on voit vraiment l'effet millésime et aussi l'effet produit, où on va avoir recours beaucoup plus en blanc beaucoup plus en blanc à des compléments azotés, pas mal pour des histoires de profil aromatique derrière et l'influence que peut avoir ces alimentations azotées sur les profils aromatiques. On va faire un petit focus en rouge, un peu plus dans le détail sur ces pratiques levuriennes. Donc on voit quand même beaucoup de fermentation spontanée, qui est majoritaire. Après, derrière, on suit les pieds de cuve et on a recours directement sur les LSA plutôt à des levures non bio. Alors plus peut-être pour une question de coût et deuxièmement pour une question d'historique des pratiques. On a beaucoup de gens qui passent en bio récemment, qui gardent leurs anciennes pratiques et leurs anciennes levures sur les levurages et ils ne veulent pas changer ces pratiques-là. Si on regarde un petit peu les évolutions dans le temps, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
on a à peu près toujours les mêmes tendances qui se retrouvent. Là où on est un petit peu content, donc là c'est plus des résultats en Aquitaine que je vous présente parce qu'on n'avait pas forcément tout le détail sur le national sur autant d'années. C'est l'augmentation de l'utilisation de pieds de cuve. On ose croire que c'est les projets qu'on a développés ici en région avec l'ISVV, l'IFV sur les pieds de cuve et le développement des protocoles de pieds de cuve qu'on a développé largement. Et donc on est assez content de ce résultat-là. Alors ce qu'on voit, les gens qui sont passés au pied de cuve, c'est souvent des gens qui étaient en LSA, les gens qui sont déjà en spontané et pour lesquels ça marche bien dans leur chai, il n'y a pas tellement d'intérêt à revenir sur du pied de cuve. Par contre, tous les gens qui ont envie de démarrer sur de l'indigène et de commencer à avoir des pratiques sur l'indigène passent par le pied de cuve. Et on a vu beaucoup de gens, pas forcément sur tout le chai, mais sur les premières cuves, commencer à essayer d'utiliser les pieds de cuve pour entrer en maîtrise sur l'indigène. Et donc finalement, le pied de cuve est un très bon outil pour commencer à rentrer en maîtrise d'une fermentation indigène. Sur la nutrition, donc principalement l'utilisation du phosphate d'ammonium, un petit peu la thiamine. Sur les écorces de levure, elles vont principalement être utilisées en détoxification du milieu. Comme vous le savez, les éléments de nutrition organique ont été pour l'instant retirés de la réglementation bio pour des questions de mouvement réglementaire. On est en train de travailler dessus pour voir pour les faire rentrer. Donc on n'a pas d'alimentation organique pour l'instant disponible en bio à l'heure actuelle. Quand on regarde d'un peu plus près les évolutions des nutritions, on voit qu'il y a quand même des variations en fonction des millésimes. Alors dedans c'est un petit peu complexe, il faut différencier, on a un petit peu tous les profils d'utilisation. On va trouver des gens qui refusent complètement la complémentation, on va trouver des gens qui ont tendance à levurer, à complémenter systématiquement, sans forcément regarder exactement ce qu'il y a dedans, et puis après vous avez toute la tranche du milieu qui va essayer de raisonner ses apports en faisant des analyses d'azote sur les mous et d'essayer d'adapter au plus juste et en fonction des problématiques entre guillemets fermentaires qu'ils ont dans leur chai, d'adapter leurs apports. Ça s'adapte aussi beaucoup en fonction du type de vendange qu'on a, du pH, des niveaux d'alcool potentiel qui peuvent avoir des grosses influences après derrière sur les problématiques qu'on peut avoir en fermentation. Je rentre pas plus dans le détail sur ces pratiques-là. Ce qu'on voit... ah oui, si, cette diapo-là, elle est aussi intéressante. Ça, c'est plus sur les utilisations rouges des auxiliaires de vinification. Je vais directement passer à cette diapo-là parce qu'elle est plus intéressante. Voilà. Donc on voit pareil une évolution des pratiques assez importante sur tout ce qui est tanin, copeaux. Moins sur les barriques parce qu'on a plus une utilisation standard des barriques, mais on voit bien entre guillemets l'adaptation au millésime. Là on est en région bordelaise avec un millésime 2013, on avait des petites matières, des problèmes de maturité sur une majorité des raisins, et donc on voit bien le recours au tanin qui est utilisé pour essayer de fixer un peu de matière colorante et de redresser un petit peu les problématiques qu'il y a pu y avoir sur certaines parcelles. Et on voit qu'en 2014, ça retombe pas mal. Sur les copeaux, par contre, on a plus une utilisation un peu plus systématique, entre guillemets, une certaine frange de vignerons qui l'ont inclus dans un process de vinification et qui vont les utiliser régulièrement chaque année. Ces résultats-là, on retrouve un petit peu la même chose sur la compile que j'ai en 2015, on retrouve globalement ces tendances-là. Donc pour le moment, on ne voit pas d'énormes variations sur l'utilisation globale et quelques variations sur l'effet millésime. Pour terminer sur cette présentation, donc les résultats de l'enquête sur les attentes des vignerons sur ce qui concerne les réglementations. On avait fait deux types de questions, des questions ouvertes et des questions fermées. La question ouverte venant en premier pour un petit peu essayer d'interpréter ce que les gens répondaient sur la question fermée. Donc une question ouverte, c'est que pensez-vous de la réglementation et avez-vous des problématiques, voulez-vous voir souhaiter des techniques ou des intrants soient sortis de la réglementation? Question ouverte. Et derrière, dans un deuxième temps, on fait une question fermée où on fait une liste d'intrants et de techniques, on leur demande s'ils sont pour ou contre. Et on va voir qu'il y a des résultats très différents en fonction que ce soit une question fermée ou une question ouverte. Donc sur une question fermée, j'ai pris que le cas des intrants. On voit qu'il y a, il y a une répartition entre des pour, des contre et des sans opinion qui est très importante. On n'a pas vraiment de grandes choses qui sortent, entre guillemets, et il n'y a pas de position forte, entre guillemets, on a plutôt un compromis. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Ce qu'on note surtout quand on regarde après derrière la question ouverte, c'est que globalement,
là, vous avez une échelle logarithmique. Donc, grosso modo, des gens qui voudraient voir supprimer ou rentrer des techniques comme par exemple la flash pasteurisation, ça ne représente que 7% des réponses. Donc, globalement, les gens ont peu d'avis ou sont satisfaits de la réglementation et de ce qui est en place. Et ça montre un petit peu aussi parfois le manque de connaissances que peuvent avoir certains vignerons sur les pratiques qui leur sont autorisées dans la réglementation. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire ces questions dans les deux sens, parce qu'il y a une partie des vignerons, par exemple sur les questions fermées, qui quand ils connaissent pas vont avoir tendance à ne pas vouloir que la technique soit utilisée en bio, alors que c'est plus, ça recourt plus d'une méconnaissance de ce que c'est réellement que de l'impact que peut avoir cette technique en bio, entre guillemets. Donc grosso modo, on le voit, des vignerons plutôt satisfaits de cette réglementation, avec des problématiques quand même qui ressortent, et c'est celle que nous on avait déjà identifiée sur le terrain, la flash pasteurisation pour tout ce qui est gestion microbiologique, les levures sèches inactivées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la nutrition azotée, qui commence à manquer pas mal à certains vignerons, notamment tous ceux qui exportent sur le marché américain, où le DAP est interdit, et l'alimentation azotée est autorisée, donc du coup on se retrouve un peu dans un dilemme autour de ça, pour les gens qui font des vins pour le marché américain. Et après on va retrouver des choses sur tout ce qui est la stabilisation tartrique avec les gommes de cellulose, l'électrodialyse, et après on est plutôt à la marge, sur le reste. Donc qu'est-ce qu'on voit ressortir globalement? Ce que je vous disais, alors il y a des gens, on a vu dans les questions ouvertes, pas mal de gens qui posaient la question du SO2. Donc ressort quand même l'idée d'une frange de la population des vignerons qui souhaiterait voir un peu plus reconnue cette non-utilisation de SO2 et aussi surtout la non-utilisation d'intrants. Donc ça, entre guillemets, l'INAO est en train de faire le travail sur ce sujet-là, puisqu'on est en train de discuter, une commission a été créée sur les vins naturels, on est en train de travailler pas mal sur cette notion-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça, quelle catégorie on peut créer, comment un petit peu on peut l'encadrer. Donc les deux points que je vous disais tout à l'heure, flash pasteurisation et levure sèche inactivée, ça Philippe nous présentait un peu plus le détail tout à l'heure entre levure sèche inactivée et autolysa pour voir un petit peu les intérêts qu'il peut y avoir dans les deux. Voilà, grosso modo. Donc je rappelle un petit peu rapidement tout ce qu'on a vu, une faible utilisation des intrants, une utilisation de toute la gamme des intrants par les vignerons bio, surtout en cas de problématique. On voit quand même une utilisation assez raisonnée de tous ces intrants bio en fonction des millésimes et en fonction des besoins. Je vous invite vraiment à remplir cette enquête si vous ne l'avez pas fait, parce que c'est un outil pour nous de gestion et pour faire remonter au niveau des pouvoirs publics et au niveau des instituts techniques vraiment les attentes et les besoins. Donc remplissez-la, plus il y aura de gens qui la remplissent et plus on aura de retours et plus on pourra répondre à vos problématiques. Et on va essayer au maximum derrière de mettre en place des programmes, c'est déjà le cas, pour répondre à toutes ces impasses et toutes ces problématiques que vous rencontrez. Voilà, je vous remercie beaucoup.